Retrouvez chaque vendredi à 12h30 les meilleurs gérants de la place autour d'Hubert Tassin sur Décideur TV. Les décideurs de la gestion, bonjour. Vendredi midi et demi, nous nous retrouvons sur un format un petit peu particulier dû à cette première quinzaine du mois de mai qui en France a la particularité d'être relativement férié. Donc nous avons eu une semaine écourtée avec éventuellement un peu moins de volume puisque le 1er mai, les marchés sont fermés. La semaine prochaine, les marchés sont ouverts, mais le 8 mai et l'Ascension étant voisins, peu de volume en début de semaine et sans doute peu de volume en fin de semaine. C'est pour ça que je vous donnerai rendez-vous seulement dans 15 jours pour un nouveau décideur de la gestion sur un format normal. Alors le format d'aujourd'hui que je vous propose, c'est celui d'un peu faire le bilan de ces 4 premiers mois en bourse, ces 4 premiers mois de l'année 2013, on craignait qu'après le rebond formidable du second semestre de 2012 sur les marchés financiers, rebond qui était lié au règlement de ce qu'on a appelé la crise des dettes souveraines européennes, puisque, je vous rappelle le scénario, forte baisse des marchés à partir de 2007 sur les risques des banques mondiaux, ce qu'on appelait la crise des subprimes, le marché de la dette hypothécaire américaine. Les banques sont refinancées par les États et doutent sur les États et doutent notamment sur les États de la zone euro, puisque la zone euro a comme particularité évidemment d'être une zone monétaire mais sans unité fiscale, notamment fiscale et budgétaire, et notamment bien entendu également sans avoir également les mêmes conditions sur le plan social. Donc juillet, le gouverneur de la Banque centrale, Mario Draghi, de la Banque centrale européenne, annonce finalement que tout sera fait pour sauver à ce moment-là l'Italie. Madame Merkel et Monsieur Monti, alors président du Conseil des ministres italien, confirment, avec la France qui était un peu sortie du jeu en période post-électorale, donc très forte hausse des marchés au second semestre de l'année dernière, petit doute quand même sur la fin, et un début d'année en fanfare. Alors ce qui a été le premier driver des marchés cette année, ça a été le débat budgétaire américain, le fameux muraille fiscale, puisque à partir du moment où la majorité au Parlement, la majorité républicaine ne se fait pas d'accord avec l'administration du président Obama, l'administration démocrate, des mesures de coupe automatique de dépenses se mettent en place. Donc les deux partis, dans un accord qui a été trouvé le 31 décembre, ont estimé qu'ils avaient gagné tous les deux. D'un côté, l'administration démocrate a gagné sur un certain nombre de dépenses que les républicains ont fini par accepter, et de l'autre côté, les républicains ont pu tabler sur ces réductions automatiques qui sont arrivées à échéance à partir de la fin du premier trimestre. Donc ça a été le driver des marchés au début de l'année, un driver donc qui était plutôt quelque chose de politique, mais qui était surtout quelque chose d'économique, puisque ce qui a les anticipations des investisseurs, que vous avez pu voir au long des semaines, depuis le début de l'année, dans les décideurs de la gestion et de tous les autres investisseurs, tablaient sur une accélération du cycle économique mondial, une vraie reprise aux États-Unis, des effets du plan de relance chinois très important qui avait été mis en place à la fin de l'année 2012, donc une croissance chinoise emmenant l'ensemble des pays émergents. Et puis, souvenez-vous, au début de l'année, on se demandait si le point bas de l'activité économique dans la zone euro serait au premier trimestre ou au deuxième trimestre. Donc, grand optimisme qui a été douché sur le plan économique, et pourtant, au jour d'aujourd'hui, tout début du mois de mai, les bourses, notamment bien sûr la bourse américaine, mais également la bourse américaine est à son plus haut historique, et la bourse de Paris est à son plus haut de l'année et tutoie les 3900 points, tout en ayant été au plus bas de l'année il y a seulement moins de 15 jours, moins de 3 semaines, entre 15 jours et 3 semaines. Alors,
Premier phénomène, le fiscal cliff, qui donne l'espoir à tout le monde que la croissance américaine ne sera pas en danger. Croissance américaine qui provient très très largement d'un financement direct de l'économie par le contribuable, par le budget fédéral, avec l'appui de la Banque centrale, qui, par une politique dite non conventionnelle, c'est-à-dire en fait en achetant des créances que les banques ont sur divers agents économiques, donc ces fameuses mesures non conventionnelles et pas limitées au secteur bancaire, ont soutenu l'économie. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, déception même aux États-Unis. On attendait un rythme de 3%, le premier trimestre s'est clos sur un rythme de 2,5% de croissance. Sensible déception en Chine, on révise sur le long terme les perspectives de croissance économique. La Chine, par ses mesures de relance interne, ne retrouvera pas les fameux 10, 11, 12, 13, 14% de croissance annuelle qu'elle a connue, et elle se rapproche de ce qu'on peut estimer son potentiel qui est lié à l'âge de la population et bien sûr aux migrations de population des campagnes vers les villes. Donc, révision en baisse de la croissance américaine, révision en baisse de la croissance chinoise et de tout ce qu'elle tire autour. Ce sont les deux grands événements. Et c'est des événements, vous allez voir, qui sont plutôt positifs pour les marchés financiers. Alors, deuxième grand événement et driver cette année, c'est le Japon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'après 30 ans de croissance très faible, on va dire, des années de récession, des années de très très faible croissance. Après 30 ans de stagnation, le Japon semble sortir de sa léthargie. Le gouvernement mis en place maintenant il y a près de 6 mois, un peu plus de 6 mois, a mis la Banque centrale à ses ordres, ce qui est évidemment quelque chose qui ne risque pas d'arriver en Europe, a mis la Banque centrale à ses ordres et s'est décidé à appliquer de manière amplifier la stratégie américaine de relance à tout prix par, d'une part, le budget, et d'autre part, la politique la plus accommodante possible que puisse mettre en place une banque centrale, des taux à peu près gratuits, et des achats directs de créances que les banques ont sur l'économie, c'est-à-dire le financement direct aux agents économiques. Alors c'est absolument spectaculaire. Premièrement, le yen a perdu quelque chose comme 10%, et l'indice, je regarde sur les écrans, sur lesquels vous pouvez m'interroger aussi, l'indice Nikkei a gagné 32% depuis le début de l'année. C'est une performance extrêmement impressionnante. C'est vraiment quelque chose de nouveau, et vous allez voir que c'est ce qui explique aussi, aussi curieux que ça puisse paraître, que les marchés européens, malgré la morosité de la conjoncture, soit au plus haut. Donc le phénomène, c'est le Japon. Alors le Japon, c'est pas petit. Le Japon, c'est pas les États-Unis, c'est 75% du PIB américain, mais c'est pas 75% du PIB américain, c'est pas tout à fait. C'est très important, c'est presque aussi gros que l'Europe, qui est, comme vous savez, la première zone économique mondiale. Donc le Japon a montré une chose, c'est que la stratégie américaine de qualifiée de fuite en avant par beaucoup d'analystes, par beaucoup d'investisseurs, est une stratégie qui peut être appliquée en dehors des États-Unis. La théorie, c'était on peut faire n'importe quoi aux États-Unis, le dollar est notre monnaie, disent les Américains, et c'est votre problème, disait-il au reste du monde. Le Japon a fait pareil. Le Japon regagne des parts de marché extrêmement violemment contre d'abord la Chine, la Corée, mais également contre l'Europe et notamment contre l'Allemagne, l'exemple étant l'automobile allemande. Donc 31% de baisse du Japon. Si on regarde les palmarès, bon, c'est très très impressionnant. Bon, on a une hausse presque équivalente en Argentine. Alors on ne sait pas si c'est l'élection d'un pape argentin. C'est extrêmement particulier. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'un autre pays qui a vraiment tenu sa devise, c'est la Suisse, et que la Suisse enregistre une hausse de 15,5%. Donc gestion de sa devise en dévaluation par rapport, pour ce qui concerne le Japon, par rapport d'abord au dollar, qui est la monnaie américaine et la monnaie des pays asiatiques, et également par rapport à l'euro. Et pour ce qui concerne la Suisse, tenir quoi qu'il arrive, un niveau qui soit raisonnable par rapport à l'euro pour soutenir ses exportations. Et 15% de hausse sur les valeurs suisses, c'est quelque chose de pas neutre. Donc les deux gros gagnants, depuis le début de l'année, le Japon, la Chine. Et troisième gagnant, les États-Unis d'Amérique, comme j'ai eu l'occasion de le dire, avec un indice Dow Jones qui en gagnant près de 11% depuis le début de l'année. Et, on l'a dit, à son niveau record. Alors, premier driver,
on l'a dit, le fiscal cliff, le règlement budgétaire américain. Deuxième, le cycle moins rapide que ce qu'on pensait. Troisième, le Japon qui nous montre qu'on peut s'en sortir. Alors quand on parle de cycle moins rapide que ce qu'on pensait, bien entendu, on est les premiers en Europe à s'en rendre compte, aussi bien en France d'ailleurs qu'en Allemagne, qu'en Italie, pour les trois grands pays de la zone euro, et un peu moins en Grande-Bretagne, mais après une purge qui a été extrêmement sévère. Le fameux point bas de la croissance, on sait qu'il n'aura pas été au premier trimestre, on imagine qu'il ne sera pas au deuxième trimestre, on espère un point bas dans la fin de l'année, et quoi qu'il arrive, pas un rebond conjoncturel très fort. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle, ça se voit relativement dans la prudence des patrons des entreprises, plus que dans les résultats du premier trimestre. On a vu que c'était moyen. Mais c'est surtout moyen parce que la croissance mondiale, elle, va plutôt un peu moins vite que ce qu'on pensait. Alors, pourquoi ces records alors que la conjoncture, et notamment du CAC 40 ou du DAX allemand, alors que la conjoncture est difficile, alors que des élections allemandes se profilent pour l'automne, alors que la majorité italienne de coalition semble bien fragile, et qu'en France, la question politique se pose vraiment tous les jours et de manière assez ferme. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé notre Greenspan. L'Europe a trouvé son Greenspan, son banquier central qui dirige finalement la zone en s'exonérant des contingences politiques. Mario Draghi dit et redit Super Mario, il le mérite son nom de Super Mario, il le dit et redit, et sa parole suffit aujourd'hui à donner de l'espoir. Donc en tout à fait fin de période, donc ou début de période, le 2 mai, Mario Draghi a annoncé une baisse des taux, pas énorme, de 0,25%, ils sont à 0,5%, il n'a pas touché au taux, ce qu'on appelle le taux d'en bas, le taux auquel les banquiers peuvent donner de l'argent à la banque, qui est à 0, mais qui est négatif dans certaines zones. Il n'a pas annoncé de mesures dites non conventionnelles, c'est-à-dire du rachat de créances autres que des créances bancaires ou des créances d'État. Donc il n'a pas été archi-violent, il laisse espérer que, en revanche, sa détermination finalement à éviter que la spirale récessive que les politiques, notamment fiscales, d'une partie de l'Europe peuvent laisser craindre, finissent par porter leurs fruits négatifs, suffit à donner de l'espoir. Donc des taux très bas. Et alors des taux très bas, je reviens au Japon, des taux très bas notamment sur la dette européenne. Et bon, la France, l'Allemagne, sont à des taux absolument records dans le bas des taux. On emprunte pour pas cher, donc ça n'a pas d'intérêt d'acheter des obligations d'État. Ça, je vais y revenir. Pourquoi est-ce qu'on emprunte pas cher? Parce que les gérants pour compte de tiers, c'est-à-dire les gérants des retraites japonaises, devant la baisse des taux japonais, devant la stratégie de baisse de sa devise aussi, menée par à la fois le Premier ministre et la Banque centrale, se sont reportés en achetant aux fameuses adjudications, quand l'État français, l'État italien, etc., empruntent, en achetant, considérant que c'était un peu plus de rendement pour pas beaucoup moins de sécurité que tous les autres emprunts des grands pays. Donc, finalement, Mario Draghi, grâce au Japon, avait une sorte de boulevard pour annoncer des mesures pour soutenir une économie qui est très faible. Alors, voilà, on voit le scénario, économie, ça va un peu moins bien que ce qu'on pensait aux États-Unis, et donc l'effet buvard des États-Unis en traversant l'Atlantique et le Pacifique est plus faible que ce qu'on pensait. Ça va moins vite et ça ira moins vite surtout que ce qu'on pensait en Chine, et donc le rattrapage des indices chinois, il n'a pas lieu. Hein. Les indices chinois sont au niveau de la fin de l'année, donc c'est pas, il y a une croissance, hein, il y a une croissance de 6-7% probablement en Chine, si on peut faire confiance aux statistiques locales, mais pas d'anticipation, il n'y a pas de belle vue. Donc c'est le paradoxe, une économie plutôt en panne, mais une politique accommodante et plus qu'accommodante au Japon qui montre finalement, surtout à l'autre grande zone, à la plus grande zone du monde, qui est l'Europe, que le dollar n'est pas, sous prétexte que les États-Unis ont les armées, etc., n'est pas la politique menée par le dollar et qui permet aux États-Unis d'Amérique de s'en sortir,
n'est pas la seule solution. Alors, dernier point sur ce premier trimestre, l'effondrement de l'or. Alors, très forte baisse de l'or. L'or qui allait tutoyer les 2000 points revient aux alentours entre 1400 et 1500 $ l'once. C'est une très forte baisse. C'est tout un secteur, le secteur minier, qui plonge. Hein. Nous avons consacré deux émissions aux mines d'or et nos spécialistes étaient plutôt offensifs et plutôt à dire les mines ont connu le pire. Les mines n'ont pas beaucoup plus baissé, peut-être moins que l'or lui-même, que l'or que vous pouvez avoir sous forme de pièces ou sous forme d'ETF, d'or papier. Mais donc l'or, ça se retourne très vite. Gros dégonflement des positions d'investissement prises par un certain nombre de gestions, qui notamment à cause de cet afflux japonais, l'afflux japonais, au lieu d'inciter finalement les opérateurs à se dire il va y avoir trop d'argent et donc j'achète la seule devise qui n'est pas gouvernée par une banque centrale qui est l'or, j'attends. Alors le marché a été désorganisé par le fait que Chypre va sans doute vendre de l'or, par le fait que l'Allemagne rapatrie l'or qu'elle avait dans des banques centrales amies, on va dire, notamment aux États-Unis, pour être à l'abri à l'époque du bloc soviétique. Finalement, la faiblesse de la reprise en Chine et une économie chinoise. La Chine est déterminant pour le marché de l'or, on a eu l'occasion de le dire plusieurs fois, puisque c'est la monnaie locale. Hein. Les Indiens ont plus confiance dans l'or que dans la roupie, et finalement, un certain patinage de l'économie indienne provoque aussi la baisse de l'or. La baisse de l'or, c'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est que l'or monte quand on a peur. La peur de la défaillance du système bancaire international, on ne l'a plus. La peur de la défaillance des grands États, on ne l'a pas aux États-Unis, on ne l'a pas au Japon, on ne l'a pas en Chine, et on ne l'a plus en Europe. Donc aujourd'hui, ça pourrait être l'inflation, et on n'a pas peur de l'inflation, sinon on ne prêterait pas à l'État français sur 10 ans à 1,8%. Alors, voilà la photo. Si vous avez suivi les conseils des décideurs de la gestion, donc chaque semaine, vous avez été porté par par ce mouvement qui fait que l'indice CAC 40 gagne 6% depuis le début de l'année. Vous avez pu gagner plutôt plus que ça. Alors je peux citer les top depuis le début de l'année, avec par exemple Veolia, donc une valeur comme Veolia, une valeur très sanctionnée les années précédentes et qui rattrape et qui gagne plus de 7% depuis qu'on l'a conseillé quasiment même à 2 ou 3% en dessous des cours du CAC 40 d'aujourd'hui. Dans le même esprit, Valeo, l'automobile, donc il y a du rattrapage. Bon, c'est plutôt Renault et Valeo que Peugeot, mais également Forestia, Michelin. Dans les tops toujours, Sanofi, donc des valeurs avec visibilité sur lesquelles les investisseurs avaient été plutôt plus prudents qu'autre chose. BNP Paribas, Natixis, les bancaires. Alors revanche des bancaires, ça c'est très important. On n'en est peut-être pas arrivé au bout, mais les bancaires qui avaient été l'objet de toutes les craintes depuis 3 ans retrouvent des marges. Elles retrouvent des marges parce que les banques centrales leur prêtent de l'argent, qui est leur pétrole, à elles pour pas grand-chose, bien entendu. Donc elles empruntent très bas et il peut qu'elles prêtent ou qu'elles investissent, elles en tirent des bénéfices. Donc revanche quand même souvent des battus de l'année dernière, hein, et d'il y a 2 ans, les banques, l'automobile, les services publics, l'exemple étant celui de Veolia. Les investisseurs font tourner leur portefeuille parce que à la fois le cycle économique est moins violent qu'il n'était, et il est différent de ce qu'il était. Donc c'est pas forcément les grandes valeurs industrielles qu'on imaginait être les gagnantes en janvier et encore en février qui sont aujourd'hui les bons vecteurs. Alors dernier point, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à gagner sur le marché obligataire. Hein. Ça, il faut bien s'en convaincre. Encore une fois, si vous savez que les obligations montent quand les taux d'intérêt baissent, avec un emprunt d'État français à 1,8%, c'est pas là où vous allez gagner ni de l'argent, ni beaucoup plus que l'inflation, d'autant que les revenus obligataires sont très taxés, encore plus que les revenus d'action, qui sont eux-mêmes déjà extrêmement taxés, mais qui peuvent bénéficier notamment de la poche du PEA, un des derniers paradis fiscaux qui s'offre d'une certaine manière, à l'épargne française.
Donc sur les obligations, il y a des obligations dites corporate, des obligations émises par les entreprises, notamment par les banques, sur lesquelles vous avez du rendement. Vous avez un rendement de 5-6%, c'est beaucoup par rapport à une inflation qui sera comprise entre probablement 1,5 et 2% dans le pire des cas. C'est beaucoup, mais premièrement, le marché obligataire n'est pas facile à attraper, donc c'est plutôt quelque chose qu'on doit attraper via des fonds communs, sachant que les fonds communs, les SICAV, doivent afficher leur gestion, parce que le fonds commun obligataire diversifié est un chèque en blanc que vous ne pouvez pas faire. En revanche, si un spécialiste du haut rendement, par exemple, peut vous donner des placements d'appoint, d'attente, mais aujourd'hui, comme c'est le cas, c'est ce que disent les décideurs de la gestion depuis maintenant près d'un an, évidemment on a beaucoup monté depuis un an, c'est toujours les actions qui doivent être privilégiées. Pour les plus prudents, entre 55 et 60% du portefeuille, et pour les plus offensifs, on peut aller à 60, 70 et même à 100%. Les actions ne sont pas extraordinairement chères en termes de multiples d'évaluation sur des multiples historiques. Ça, c'est un point certain. Les actions européennes, assez logiquement, décotent sensiblement par rapport aux actions américaines, c'est l'écart de croissance, mais elles ne sont pas, notamment les plus grandes, forcément plus mal placées dans la croissance. Donc, les actions. 2, à l'intérieur des actions, le mouvement qui a été entamé depuis le début de l'année, le rattrapage en fait des sanctions des années précédentes, n'est pas un mouvement à ignorer. Donc les banques, les services publics, l'automobile, sont des secteurs sur lesquels il faut être vigilant, voire présent. Deuxième type de secteur un peu sanctionné dans les années précédentes, la santé, la distribution, l'agroalimentaire. Oui, on peut y rester présent. Et surtout, on arrive dans une mauvaise période. La période du mois de mai n'est pas une période qui est très favorable à la bourse en général. Alors en France, comme c'est une période à demi-férié, c'est une période encore très particulière. Le stock picking, le choix valeur par valeur, prend toute son importance dans des marchés où le driver, comme on dit, ce qui va le porter ne sera plus ou peu les nouvelles concernant les banques centrales. On attend que leur politique finisse par payer. Ce ne sera pas non plus la croissance économique avant un petit moment, donc c'est la comparaison valeur par valeur. Alors, pour entrer dans le détail, sur les banques, les décideurs de la gestion sont assez Natixis, qui est peut-être assez curieusement la moins risquée des banques, bien adossée au groupe des caisses d'épargne et des banques populaires, et la BNP qui est la star du secteur. Les deux décotent sensiblement par rapport à leurs fonds propres, et sur longue période, le cours de bourse des banques tourne autour des fonds propres, et donc il y a facilement 40, 50% à gagner. Dans les services publics, c'est extrêmement compliqué, ça peut être considéré comme dangereux, mais Veolia et GDF Suez, et Suez Environnement, qui sont des services publics d'un genre particulier, l'eau, la santé, l'eau, la propreté sont des choses très importantes. C'est un rattrapage que, personnellement, que les décideurs de la gestion peuvent conseiller de jouer. Dans la santé, Sanofi reste vraiment une valeur qui n'est pas chère sur des critères internationaux, et donc il n'y a pas de raison. Dans la distribution, Carrefour, souvent recommandé par les décideurs de la gestion, bénéficie de nouvelles perspectives liées à un nouveau management. Dans l'agroalimentaire, les décideurs de la gestion ont toujours privilégié Nestlé et continuent à vous le recommander. Dans le choix valeur par valeur, un petit mot, PPR, pour jouer le rattrapage de ces ratios d'évaluation par rapport aux stars du secteur. Alors bien sûr, PPR ne se paiera pas le même prix qu'Hermès ou qu'LVMH, mais peut s'en rapprocher avec notamment le recentrage total sur le luxe et les vêtements de sport. Adidas lui-même, justement, on va dire le concurrent, puisque PPR, qui s'appelle Kering, qui va s'appeler Kering, est l'actionnaire de Puma. Adidas, donc, à la fois une grande valeur de consommation internationale, mais pas parmi les plus grandes.
Et puis Pernod Ricard, que nous avons recommandé, sans grand succès pour le moment, mais qui, par rapport à des... C'est une position de marque, c'est mondial. Alors c'est plus sensible au cycle, bien sûr, que ne le sont les stars comme Essilor ou L'Oréal, mais il y a un rattrapage à jouer. Alors enfin, je voudrais reparler d'un placement un petit peu atypique recommandé la semaine dernière dans cette même émission, qui est de jouer la bourse coréenne, très sanctionnée assez logiquement par la baisse du fait de la baisse du yen, hein, puisque la monnaie de la Corée est attachée au dollar, et donc perdant de la compétitivité, les valeurs coréennes ont été sanctionnées. Bon, l'indice, il y a donc un ETF, un certificat qui vous permet de jouer l'indice, un ETF Coréa que vous pouvez trouver sur le site de votre broker en ligne. Cet indice, c'est d'abord et avant tout du Samsung. Samsung est en train de gagner, non pas une partie, mais peut-être un set, en tout cas plus que plusieurs jeux, face à Apple. Et la Corée, sanctionnée excessivement et pouvant s'appuyer sur Samsung, est une spéculation assez amusante pour commencer ce 5e mois de l'année. Voilà, c'est la conclusion de cette émission. Je vous donne rendez-vous, comme déjà dit, non pas la semaine prochaine, en raison de cette semaine des 4 jeudis, comme on disait autrefois, et rendez-vous le vendredi suivant, même heure, même endroit. Au revoir.